On va pas interdire les plans à trois, on va pas interdire l'infidélité, on va pas interdire le polyamour. Le bruit et la fureur. Rien à foutre. Nique ta mère. Madame Pécresse, c'est Madame Pinter 02. À Pinter 02, elle appellera à voter pour Emmanuel Macron. Silicon Valley en Seine-Saint-Denis, c'est plutôt la Silicon voilée, non? Je suis la seule à pouvoir battre Emmanuel Macron. Au revoir. Eh bien non, pas du tout, au revoir. Bonjour et bienvenue dans ce 3e épisode de Divergence Poétique dans des conditions un peu particulières. Vous l'entendez derrière moi, je suis en direct du restaurant The French à Naples en Floride. Voilà, sur la côte golfe du Mexique, de l'autre partie de la Floride, pas celle des soirées, des fêtes à gogo de Miami, etc. À des paysages magnifiques. Si vous êtes de passage, venez dans cette brasserie qui est vraiment une très belle brasserie qui représente bien la France, une très bonne cuisine, des très bons vins, une ambiance vraiment très sympathique, un joli cadre à la française. Bon, un petit coin de France en Floride, The French. En attendant, chers abonnés, chers auditeurs, n'oubliez pas de vous abonner à nos podcasts, de nous soutenir sur Telegram, sur YouTube, sur Spotify. Regardez les petits liens qui sont mis en description de cette vidéo pour pouvoir continuer à améliorer. Encore une fois, on est conscient de la question du son, donc on va vraiment travailler dessus. Regardez les liens Patreon, regardez les liens Tipeee, et puis voilà, on va continuer à progresser de semaine en semaine, voilà, grâce à vous. Si vous écoutez ce message, vous êtes la résistance. Et voilà nos 3 résistants du jour, Fabrice, Xavier et Thomas. Comment allez-vous, messieurs? Bonjour. Très bien. Très bien, eh bien on va se lancer tout de suite avec le premier thème du jour, les BRICS. Alors les BRICS recrutent la revanche du Sud global, l'Azerbaïdjan en août, la Turquie cette semaine. Les BRICS ont le vent en poupe et la croissance facile. Alors moi, messieurs, ma première question avant tout, c'est comment analyser un petit peu l'engouement autour de ce phénomène BRICS? Alors, on a de plus en plus de pays qui font des candidatures ou même qui préviennent qu'ils ont une envie, en tout cas, de faire des candidatures. Comment on peut expliquer un petit peu le fait qu'il y ait autant de pays dans un si court laps de temps qui se tournent vers cette structure? Tout le monde en a marre de l'Occident, je pense que tout le monde est d'accord avec ça. Disons que l'ère de l'Occident gagnant est finie. Je pense que c'est la fin. On voit toute l'Afrique qui ne soutient absolument plus l'Occident. L'Asie, c'est un peu dans les deux sens. Et l'Amérique latine qui joue sur plusieurs tableaux, c'est quand même assez incroyable ce qui se passe. Et tout cela depuis l'opération militaire spéciale, d'ailleurs, quand on regarde bien. Même si concernant l'Amérique latine, on a eu l'arrivée départ de l'Argentine entre-temps. L'Argentine et le Mexique aussi, qui est dans le même style, même si le Mexique n'a pas fait de demande officielle de rejoindre les BRICS, on a eu le même style de personnage qui est pro-américain, pro-cause woke, qui sont arrivés. Mais ça reste que le gouvernement. Après, je pense pas que tout le pays soit comme ça. Mais on voit que, hormis quelques exceptions, de manière globale, tout le monde ne veut plus avoir que l'Occident d'un côté. C'est le ras-le-bol d'un système. En fait. Xavier, c'est le ras-le-bol d'un système ou c'est vraiment une réelle attractivité économique? Je pense que en fait, faut pas forcément voir les BRICS comme un rejet du G7, puisque c'est ça dont on parle, mais effectivement comme un espace de prospérité commun auquel on a envie d'adhérer parce que il y a des institutions qui se mettent en place, notamment la Banque des BRICS, parce que c'est un forum de rencontres, ou même des pays qu'on imaginait hostiles. Eh bien, parmi d'ailleurs les principaux fondateurs, la Chine et l'Inde, qui ont un litige territorial, ça les empêche pas de se rencontrer et d'essayer de vouloir faire quelque chose ensemble. Et je pense, oui, si on veut voir qu'est-ce qui plaît aux BRICS et qui déplaît en Occident, c'est la hiérarchie. C'est-à-dire que quand vous êtes au G7, vous avez un patron qui donne les ordres et vous la fermez. Et après, en fonction de votre poids économique, vous pouvez de temps en temps obtenir une autorisation de faire autre chose. La France n'a pas cette capacité. Quand Washington dit vous arrêtez Durov, ils arrêtent Durov. Quand il dit vous faites des sanctions, on fait des sanctions. Le Japon, par exemple, ce qui est intéressant, le Japon, qui est pourtant un territoire occupé par l'armée américaine, ils ont dit non sur les sanctions contre l'énergie russe, parce que pour eux, c'est vitale. Alors que nous, on a dit oui.
Donc je pense que ce qui plaît dans les BRICS, c'est que c'est un forum déjà beaucoup plus large, sans hiérarchie, et qui donne une espèce de garantie des membres des uns vis-à-vis des autres, c'est-à-dire que notamment sur les sanctions. Puisque si vous êtes membre des BRICS, vous pouvez pas prendre de sanctions illégales contre les autres membres. Donc c'est une structure d'avenir. Et pour finir sur ce que je voulais dire, ce qui est intéressant, c'est que le mot BRICS, il était sorti par un économiste de Goldman Sachs en 2001, et c'était plutôt péjoratif. C'est-à-dire, il disait mais qu'est-ce que c'est que ces 5 pays, puisqu'on rappelle les 5 pays, c'était la Russie, la Chine, l'Inde, l'Afrique du Sud et le Brésil, qui n'ont rien en commun et qui ont des économies complètement différentes. Ça veut rien dire. Alors et surtout alors à l'époque ils n'étaient pas réunis en fait. Ça s'est fait de facto. Et c'est la désignation de BRICS, elle est venue de Goldman Sachs et qui disait de toute manière, oui ils ont une grosse croissance, mais ils iront nulle part. Et en fait ils ont eu tort. Voilà. Fabrice, c'est quoi l'avenir des BRICS? Les pays dont on pourrait être amené à parler là prochainement, outre que l'Azerbaïdjan et la Turquie qui viennent officiellement de faire leur demande? Là, en fait, il y a, je crois, à l'heure où on se parle, une trentaine de pays qui aimeraient rejoindre les BRICS. Comme l'ont très bien souligné Thomas et Xavier, en fait, d'un côté, il y a une attraction internationale très forte au niveau des BRICS parce que il y a des vrais projets d'infrastructure, des projets énergétiques, des projets de routes commerciales, etc. Et d'un autre côté, que ce soit le G7 ou l'UE, ça fait plus rêver personne en fait. Oui, la moyenne d'âge dans ces pays-là est vieillissante. Il n'y a plus aucune croissance. L'économie est complètement au ralenti. On vit dans un système wokiste qui fait rêver qu'une petite classe bourgeoise parisienne. Clairement. En fait, plus personne n'a envie d'adhérer à ça. Et d'un autre côté, vous avez les BRICS, dont on va dire naturellement le leadership vient de la Russie. Et la Russie a gagné le respect et l'admiration du monde entier grâce à une politique étrangère solide, prudente et équilibrée. Et aujourd'hui, en fait, la plupart des pays du monde ont envie de rejoindre les BRICS pour cette raison. Là, récemment, s'est tenu en septembre le forum économique de Vladivostok. Il y avait quand même 7000 invités venant de 75 pays différents, quasiment tous venant d'Asie, Asie du Sud-Est, où il y a une croissance économique très forte, et que ce soit l'Indonésie, la Malaisie, la Thaïlande, le Vietnam, le Cambodge, tous ces pays-là veulent rejoindre les BRICS parce qu'il y a une vraie dynamique, parce qu'il y a un avenir économique dans cette zone-là. Et je pense qu'il y a un point aussi qu'il faut souligner, c'est que les BRICS, c'est une vision géopolitique très différente de celle qui existe aujourd'hui avec le G7. C'est l'application, ou en tout cas le soutien d'un monde multipolaire, c'est-à-dire d'un monde basé sur le respect des civilisations, de la souveraineté des pays, où c'est pas le maître anglo-saxon qui dicte ses lois aux petits pays. En fait, dans les BRICS, il y a un respect, quel que soit le pays, que ce soit un pays qui a une petite croissance avec peu d'habitants, ou un pays comme la Chine avec plus d'1 milliard d'habitants. En fait, chaque pays respecte l'autre et les différents. Quel avenir pour l'UE? Alors toi, tu y as répondu de manière assez finalement pessimiste. Xavier, Thomas, est-ce que vous avez une vision qui est peut-être plus nuancée, ou est-ce que, comme Fabrice, vous êtes extrêmement pessimiste et extrêmement inquiet pour l'avenir de l'Union européenne? L'Union européenne, le problème de tous ces pays-là, c'est que notamment, pour revenir au G7, le G7, c'est un club des pays les plus endettés de la planète. Donc évidemment, ça fait pas rêver. L'Union européenne, on avait une économie qui tirait tout vers l'avant, c'était l'économie allemande, qui était fondée sur une industrie très forte, et les sanctions contre la Russie, l'augmentation du coût de l'énergie, puisque le modèle économique allemand était fondé sur une économie bon marché, et cette économie bon marché, elle ne peut fonctionner que soit par l'utilisation de l'énergie nucléaire, soit à quoi l'Allemagne a renoncé, soit par l'importation en grande quantité de gaz russe. Comme ça, c'était le modèle. Et c'était un modèle tout à fait viable. Mais les sanctions qui ont été imposées de prendre par Washington à l'Allemagne, en fait, c'est comme ça que ça se passe,
eh bien, on détruit ce modèle économique. Donc aujourd'hui, je vois pas l'avenir de l'Union européenne. Et en plus, vous avez là Mario Draghi, qui est l'ancien patron de la Banque centrale, qui vient de sortir un truc hallucinant en disant il y a juste il faut faire une relance de 800 milliards pour trouver une compétitivité, mais il va les trouver où? Ou alors il va imprimer 800 milliards d'euros alors qu'il n'y a plus d'industrie. Quand vous imprimez de l'argent dans un pays qui produit rien, dans un continent qui produit rien même, tout ce que ça déclenche, c'est de l'hyperinflation. Clairement. Donc en fait, on est dans du grand n'importe quoi. Et mais cela dit, il y a malheureusement pas la lucidité chez les élites, soi-disant élites de l'Union européenne, qui avait en URSS. En URSS, au début des années 80, globalement, la direction du Parti communiste soviétique, elle a compris que le modèle était mort. Mais là, il y a vraiment l'idée qu'on peut quand même faire durer le truc, que on peut s'en sortir, et puis on fait ce qu'on fait depuis en gros la crise de 2008, c'est-à-dire du quantitative easing. Il y a qu'à imprimer de l'argent et on va gagner la guerre en Ukraine. Il y a qu'à imprimer de l'argent et on va retrouver la croissance, etc. Donc ça prouve bien quand même, il y a un problème de compétences aussi au niveau des élites de l'Union européenne. Thomas, au-delà même de la question des BRICS et de l'Union européenne, je voyais des analyses statistiques en fait cette semaine qui indiquaient que notamment la croissance entre la partie Amérique, États-Unis et je dirais même Amérique du Nord, États-Unis, Canada, etc. et le socle européen, il y avait déjà aussi une grosse différence qui se crée au-delà du développement des BRICS qui est lui extrêmement fort. Est-ce qu'on Thomas, toi tu partages tout ce qui a été dit, est-ce qu'on est vraiment la prochaine organisation économique à la ramasse sur Terre? En fait, hormis le côté imprimer des billets, qui sinon nous achète la dette? Aussi, c'est un des deux points qu'il faut voir sur le financement, hormis forcément le financement interne des pays. Mais les pétromonarchies, on l'a bien vu, c'est ceux qui ont le plus d'argent à investir. Ils ont tellement d'argent, ils sont obligés d'investir. Et là, je l'ai vu, par exemple, j'avais été au forum des BRICS sur le climat qui s'est déroulé en Moscou. D'ailleurs, c'est intéressant, c'est que cette année, c'est en Russie et c'est l'année où il y a 2 fois plus de membres. Donc, ça serait intéressant de voir ça. On le voit bien avec d'ailleurs Vladimir Poutine en ce moment qui rejoint les ministres de la sécurité, grosso modo, donc la défense, tout ça, des pays des BRICS. Donc on voit bien quand même qu'il y a autour de la Russie, tout commence à se mettre en place. Et dans les BRICS, qui c'est qui a rejoint 2 pétromonarchies super importantes, ne serait-ce même les plus importantes, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, qui sont historiquement, surtout l'Arabie saoudite, des grands alliés des Américains. Eux qui ont énormément d'argent, ils vont rejoindre la banque des BRICS. Ils vont investir en plus avec les Chinois qui investissent déjà beaucoup dans des projets des BRICS. Donc en fait, ils vont détourner leur argent parce que justement les sanctions contre la Russie, en particulier les actifs gelés, qui sont en plus les intérêts sont déjà en train d'être volés. Et du coup, ils vont se dire, et à juste titre, nous on va se faire sanctionner dans le futur, comme on a déjà eu plus ou moins le cas avec le journaliste. J'ai perdu le nom saoudien avec l'histoire où on est. Oui, voilà, c'est ça. Où on était vraiment à 2 doigts d'une implosion de l'alliance américano-saoudienne. Moi, je pense que déjà, ne serait-ce que ça, ce mouvement en particulier des Émirats arabes unis et de l'Arabie saoudite est quand même assez important pour montrer que justement, il y a un basculement total qui se fait, y compris des pays qui habituellement envoyer beaucoup d'argent quand même en Europe. Alors justement, tu parlais également de la Chine. La Chine, c'est l'une des locomotives des BRICS avec la Russie notamment. Mais ceci dit, on voit que la Chine a une croissance qui est un peu plus, on va dire un peu moins flamboyante qu'elle l'a été. Est-ce qu'on n'a pas aussi à avoir peut-être peur aussi pour cette croissance des BRICS si la Chine revenait dans un trend, je dirais, qui soit beaucoup plus mesuré, beaucoup plus, on va dire, proche de ce qui se fait en Occident? Moi, je pense que la Chine est plutôt en train de passer. C'est un modèle hyper exportateur, et aujourd'hui, elle veut développer sa consommation interne, ce qui, avec une population d'1,3 milliard d'habitants, représente un potentiel important. Ensuite, le coût de la baisse de croissance de la Chine, ça fait à peu près 20 ans qu'on nous l'a fait. Hein. Et donc, et en plus, il faut voir que mathématiquement parlant, la croissance, c'est un pourcentage sur la somme de l'année d'avant. Donc plus la somme augmente, plus le pourcentage effectivement est amené à tirer vers le bas.
Pas dire pour autant que la Chine ne produit plus. Je pense qu'on assiste plutôt à un changement de modèle économique, toujours orienté bien sûr vers l'exportation, mais aussi vers la croissance interne. Et de toute manière, les décisions, en Chine, il n'y a pas d'idéologie vis-à-vis de l'économie. Au contraire de la France, par exemple, où le socialisme est dominant, la dépense publique est un culte, les prélèvements obligatoires sont également quasiment à un niveau religieux. Les contester, vous prenez une fatwa de Jean-Luc Mélenchon. Et donc, en fait, l'approche de la Chine, elle est tout à fait pragmatique, comme celle de la Russie, comme celle de l'Inde, comme celle de la plupart aujourd'hui des économies. Il y a très peu d'économies aujourd'hui où en fait c'est des dogmes économiques comme le socialisme qui n'ont jamais marché nulle part, qui sont suivis. Donc moi je m'inquiète pas du tout pour la Chine. Il y a beaucoup de réalisme de la part de Xi Jinping et de son administration. Et ils vont encore tirer la croissance. En parité de pouvoir d'achat, la Chine doit être à 35 milliards, je crois, 35 000 milliards de dollars. Et les États-Unis à 27 000 milliards de dollars, quelque chose comme ça. Pas sur l'espace, en fait, le fossé entre les deux, c'est ça. Donc, ça marche. Fabrice, sur le titre, je parlais tout à l'heure de la revanche du Sud global. Est-ce que, Fabrice, on peut y voir aussi une revanche au-delà de l'aspect économique, je dirais idéologique, entre ces pays qui ne partagent rien culturellement. Alors, je ne vais même pas parler culturellement, on va dire sociétalement, actuellement, sur les idées familles, sur la question du wokisme notamment, etc., avec les États-Unis, avec l'Europe. Moi, je pense qu'effectivement, il y a une volonté de la part de beaucoup de pays du monde entier, en dehors de l'Occident, bien évidemment, qui veulent s'émanciper du joug anglo-américain. Là, c'est clair, Thomas l'a souligné tout à l'heure, des alliés historiques des Américains qui sont en train, comme l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, etc., qui sont en train soit de rejoindre, soit qui ont rejoint les BRICS. En fait, je crois, par les discussions que j'ai pu avoir dans les différents forums internationaux ici en Russie, il y a une véritable volonté, en fait, de ces gens-là de s'orienter vers un ordre mondial différent de celui qu'on a connu après la Deuxième Guerre mondiale, dominé par les Anglo-Saxons, qui est qui est un ordre en fait basé sur la terreur du fort sur le faible, sur la guerre perpétuelle, sur les révolutions de couleur, etc. Et tous ces petits pays se disent à juste titre qu'un jour ou l'autre, ça pourrait leur tomber dessus. Et donc aujourd'hui, ils veulent intégrer tout simplement un partenariat où règne... oui, voilà, et surtout où chacun respecte l'autre et d'un côté c'est la guerre, d'un côté en fait c'est la paix. Et je crois que les BRICS sont perçus comme tels par la majorité mondiale. Intéressant, très intéressant. Merci messieurs, sujet passionnant avec les BRICS, on pourrait faire même une spéciale BRICS tellement il y a de choses à dire. En attendant, nous on va passer tout de suite au deuxième thème. Trump président, quel est le monde d'après? Alors, tous les sondages les mettent côte à côte, un 50-50 dans lequel l'élection pourrait se jouer à peine sur quelques dizaines de milliers de votes, notamment dans ces fameux swing states dont on parle très régulièrement. Et c'est justement les jeunes électeurs, qui sont d'ailleurs peu motivés actuellement aux États-Unis, qui seront probablement l'élément clé. Alors, contrairement à l'article, Xavier, que j'avais écrit pour ton brillant Strack Poll au soir du désistement de Biden, on va partir dans une idée où Trump remporterait ces élections, et puis on va commencer à avancer les questions et du moins les réponses. Quel monde d'après pour Trump président? Quelle relation avec la Chine, avec la Russie, avec l'Europe? Question de politique intérieure. Est-ce que Trump président, c'est un meilleur monde? Bon, ça change pas grand-chose. Je pense qu'on est plus ou moins tous d'accord. Avec la Chine, on voit bien que d'ailleurs les premières sanctions qui ont été faites à l'époque de Trump en 2016, Biden a prolongé justement les sanctions. Et à l'inverse, Trump avait prolongé les sanctions contre la Russie à la suite des différentes sanctions qu'il y avait eu avec Obama en 2014. Ils font croire à un certain changement, comme ils l'ont fait croire avant son élection en 2016. Mais je suis pas sûr que ça va changer grand-chose. En politique intérieure, oui, fortement.
parce qu'on a quand même deux opposés assez forts d'un point de vue purement économique, immigration, qui sont les sujets les plus importants pour les Américains en ce moment. Mais ouais, le reste, ça peut bouger, mais je suis pas sûr que ça va changer grand-chose pour être honnête. En politique intérieure, Xavier, Fabrice, Trump parle beaucoup d'une Amérique en difficulté économique, alors que statistiquement, tous les indicateurs qu'on peut lire ne parlent pas de cette Amérique-là en difficulté. Donc, est-ce que Trump grossit très volontairement? Est-ce que peut-être les médias, justement, atténuent complètement la réalité? On est dans une Amérique en crise économiquement ou pas, messieurs? Le potentiel de crise est énorme avec la dette qui est à un niveau incontrôlable. Donc effectivement, le marché de l'emploi aux États-Unis est extrêmement souple. C'est bien, si vous travaillez pas, vous mourrez de faim. Donc ça redémarre dès qu'il y a une étincelle, ça redémarre. Mais les fondamentaux de l'économie américaine sont mauvais. Il y a eu une désindustrialisation qui est notamment dans les années 90 parce que on a voulu faire fabriquer ce qu'on fabriquait chez nous à l'étranger pour jouer pour les salaires. Et aujourd'hui, il y a une volonté, y compris chez les démocrates, de réindustrialiser. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont poussé à prendre des sanctions contre le gaz russe pour détruire l'industrie allemande pour qu'elle déménage aux États-Unis. Donc, c'est ce qui se passe d'ailleurs. Washington a remporté en Ukraine une grande victoire, non pas contre la Russie, mais contre l'économie européenne. Donc ils sont conscients eux-mêmes qu'il y a un problème de productivité, un problème de production tout simplement, et surtout il y a ce problème de la dette. Et là, c'était intéressant d'écouter ce que disait Trump, parce que Trump en est parfaitement conscient. Et notamment, ce problème de la dette va être accentué par le fait que les gens, on revient au sujet des BRICS, les pays, par exemple, les acteurs économiques ne veulent plus commercer en dollars parce qu'ils en ont assez d'être espionnés et sanctionnés. Et ça concerne pas que la Russie, puisque par exemple, on prend les Émirats Arabes Unis et l'Inde, ils commercent désormais en monnaie nationale. Donc, et ça, et Trump en a parlé, il a raison. Ça peut être ça peut aboutir à une catastrophe pour Washington. Plus personne ne veut utiliser son argent. Le dollar, c'est la fin du pétrodollar. Faut se rendre compte que cette année, il y a eu un moment extrêmement important, c'est quand l'Arabie Saoudite a mis fin à l'accord, je crois que c'est en 1974, qui faisait qu'elle vendait son pétrole en dollars. Et donc, c'est la fin du pétrodollar. Maintenant, c'est plutôt le pétro-yuan. En tout cas, Fabrice, Trump a une capacité internationale justement de réguler ou de modérer cette potentielle crise? Franchement, la question reste ouverte parce que pour moi, le vrai problème aux États-Unis, c'est surtout la puissance de l'État profond. C'est-à-dire que Trump a certes une réputation anti-guerre qu'il va probablement vouloir conserver, puisque lors de son premier mandat, il se vante d'avoir été le seul président à ne jamais avoir déclaré aucune guerre. Il dit qu'il serait en capacité d'arrêter la guerre en quelques jours aussi. Donc. Mais voilà, mais le problème c'est quelle va être sa marge de manœuvre lorsqu'il sera élu président, parce que on connaît quand même, pour ceux qui s'intéressent un petit peu à la politique aux États-Unis, on sait que la CIA aujourd'hui, c'est un État dans l'État, qui n'obéit pas forcément à la Maison Blanche, qui est capable de projeter ou d'organiser des assassinats, qui est en autonomie totale. Certains diraient même en roue libre. En roue libre totale. Sans en référer à la Maison Blanche. Absolument. Donc, en fait, ce que dit Trump, il faut quand même le prendre avec des pincettes. Moi, ce qui me plaît bien chez lui, effectivement, c'est que on sent que c'est pas un grand fan des institutions internationales, et notamment de l'OTAN. Mais la véritable question qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir quelle sera l'étendue de son pouvoir si jamais il était élu. Alors là, on est vraiment dans le cadre où il serait élu. Thomas, je ne sais pas si tu as pu regarder le débat ou avoir en tout cas je dirais le meilleur du débat qui l'a opposé avec Kamala Harris la nuit dernière ou la nuit d'avant. C'est un Trump qui est beaucoup sur la forme, mais finalement, moi, quand j'écoutais le débat, je me disais quand même, c'est pas très concret. Je veux dire, ok, c'est bien, c'est des bonnes phrases préparées, il y a des punchlines et compagnie, mais ça sonne un peu creux, non? En fait, ouais, je trouve qu'il y a une petite différence quand même avec 2016.
Peut-être après qu'il s'était préparé à affronter Biden plus que Harris. Il y a quand même pas mal de choses à l'attaquer. Bon, c'est vrai que Biden est plus facile, je pense, à attaquer que Harris. Mais Trump est tellement dans l'attaque et qu'il en oublie un morceau aussi. C'est vrai sur parce que par exemple, il dit oui, bon à un moment donné dans le débat, il dit bon, allez réveiller Biden parce qu'il est en train de dormir à 14h, 15h. Je sais plus comment il l'a dit exactement. Oui, mais il lui a dit d'aller le réveiller et parce qu'il a la possibilité de bloquer la frontière et contrôler l'immigration. Bon, certes, on sait très bien que Biden est plutôt pro-immigration contrairement à Trump, mais bon, en termes de comme son mur qu'il avait annoncé, ce qui est une grande image. Ouais. Voilà, il a envie de montrer ce qu'il a envie de faire. Après, il faut réussir à réaliser. Ça, c'est encore tout. Mais c'est vrai que Trump, il a perdu le feu sacré ou quoi? Bah déjà, il a pris un petit coup de vieux par rapport à sa dernière élection, c'était il y a 8 ans. Ensuite, je pense qu'il essaie de maintenir un discours hyper simple. Et surtout, il faut voir que la manière dont le débat avait été préparé, d'après ce que j'ai lu, moi j'ai pas vu le débat, mais ils devaient parler 2 minutes, ils n'avaient pas le droit de s'interrompre, pas couper le micro de l'autre. Donc je pense que Trump n'était pas dans un format qui lui était. Il y a besoin, t'as raison, du contexte. Avec des journalistes boxeurs, qui étaient quand même vachement anti. Voilà, c'est vraiment méchant vis-à-vis de lui. Donc voilà, je pense que le débat était fait pour que ça se passe comme ça, et ce qui fait que Kamala Harris, qui est quand même très limitée, a limité les dégâts. Fabrice, si on revient sur la question, toujours notre fantasme, Trump président. Alors, quand je dis notre fantasme, c'est notre transposition à une victoire, à l'après-victoire. Fabrice, c'est quoi la relation du coup des États-Unis de Trump avec la Russie et alors la Chine, on en a parlé, et avec l'Europe? Nous Français et vous, messieurs Russes. En fait, Trump, c'est clair que son objectif, c'est l'Amérique d'abord. En ça, on peut pas lui reprocher d'être un président patriote. Moi, c'est ce que je rêve d'avoir en France depuis que je suis gamin. Donc voilà, c'est une bonne chose. Après, du coup, de ce fait-là découle en fait tout le reste. C'est-à-dire que quels vont être ses rapports avec la Russie? Eh bien, les rapports avec la Russie, c'est simple, ça va être en fonction des intérêts des Américains. Mais qui sont plus nombreux avec la Russie que vis-à-vis de l'Ukraine. Je veux dire, économiquement, puisque c'est de ça dont on parle. Mais voilà. C'est bien d'ailleurs, ils se vantent de ça. Ils se vantent de pouvoir de pouvoir arrêter la guerre quasiment du jour au lendemain. Oui, il est clair que lorsqu'il dit ça, c'est sûrement pas en disant à Vladimir Poutine, bon ben voilà, tu retournes sur les frontières d'avant le 24 février 2022 et on va négocier un accord de paix. C'est effectivement avec les 4 nouvelles régions, enfin plus la Crimée, que ça se fait. Donc il connaît les intérêts, il connaît les rapports de force. C'est un businessman à la base, donc c'est quelqu'un qui sait négocier. C'est quelqu'un qui a les pieds sur terre, la tête sur les épaules, il sait parler à l'Amérique profonde, c'est un véritable patriote. On peut effectivement se dire qu'il va essayer, et en fait il est réaliste. Voilà, donc il essaiera de trouver une solution en fonction de la situation actuelle et pas en fonction d'une idéologie quelconque. Maintenant, encore une fois, je redis ce que je disais tout à l'heure, je reste assez sceptique sur ses moyens et ses capacités. Ses moyens réels, ou ses capacités réelles. Voilà, de pouvoir faire ça. Ce qui est intéressant, c'est que en fait, il appartient à un courant isolationniste aux États-Unis. Et ce dont a besoin l'Europe, qui est le continent qui nous intéresse le plus, c'est qu'on lui foute la paix, et notamment que les États-Unis lui foutent la paix. Donc ça, je pense que c'est une bonne chose. Qu'il veuille par exemple retirer les forces américaines d'Europe, etc. Tout ça, c'est bon pour notre continent. Il n'est pas normal que les décisions qui concernent notre sécurité soient prises de l'autre côté de l'Atlantique.
Si vous voulez, quand vous voyez le Kiev qui bombarde... Xavier Trump n'est pas non plus un enfant de cœur. Il a des intérêts économiques qui ne sont pas les mêmes que nous, Français, et pas les mêmes que les Russes. Donc, tout à fait, mais il le fera pas pour nous faire plaisir. Il le fera parce qu'il considère, comme tous les nationalistes, que ce qui compte, c'est l'intérêt supérieur de la nation. Et l'intérêt supérieur de la nation, c'est pas de dépenser ses forces en envoyant des troupes en permanence en Europe et ou même au Japon et même en Corée du Sud et en entretenant systématiquement des relations conflictuelles avec les autres grands acteurs comme la Chine ou la Russie. Donc il le fera pas parce qu'il nous aime bien. Il le fera parce qu'il pense que son pays. Que c'est ça, et ça le rend lisible. Ouais. En fait, l'avantage par rapport aux idéologues qu'on trouve à Washington ou à Bruxelles ou à Paris, c'est que c'est des gens illisibles. Puisque si jamais vous dites quel est l'intérêt de la France, ok, c'est ça, donc quel est l'intérêt de la France en Ukraine? Il y en a pas. Donc en fait, la France va rester neutre. Ça, c'est si vous avez quelqu'un de rationnel et de nationaliste en face. Si jamais vous avez un idéologue, un fanatique, comme c'est le cas en ce moment, si la France va faire la guerre à la Russie, parce que au nom de quoi? Au nom des droits de l'homme, tous ces faux prétextes, mais c'est surtout au nom de vouloir maintenir la domination d'un modèle idéologique sur non seulement sur l'Europe, mais sur le reste du monde, qui ne marche pas d'ailleurs. Eh bien voilà, 30 minutes de sujets traités uniquement cette semaine, extrêmement passionnant. On se retrouve, chers auditeurs, à partir de la semaine prochaine avec un invité. On recevra un invité. On repassera à 3 thèmes plus le thème adhérent. Alors justement, puisqu'on parle du thème adhérent, et juste avant de rentrer dans ce dernier, encore une fois, 1000 fois, pardon, on est dans un restaurant, il y a beaucoup de bruit parasite autour, ça s'entend, j'imagine, dans ce podcast. D'ici là, on se retrouve, chers abonnés, la semaine prochaine. Chers adhérents, vous restez en ligne avec nous. On va parler de la Hongrie, un exemple pour l'Europe. Messieurs, en tout cas, merci pour ces 2 thèmes, BRICS et Trump président. Au revoir.